Lisa, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast si c'est votre première fois et re-bienvenue si vous êtes ici à chaque semaine ou de temps en temps. Aujourd'hui, j'ai une invitée super inspirante à vous présenter que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Mylène, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec toi. C'est toujours... comme on dit, les histoires et les épreuves de vie, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne dans le monde, c'est déjà une personne qui peut en aider une autre. Donc, vraiment, ça me fait plaisir de parler avec toi aujourd'hui, Claudia. Oui, dans le fond, c'est ça. On s'est rencontrés à la soirée des étoiles qui a été organisée par Sarah Champagne. Sarah, qui est quelqu'un avec qui j'ai patiné. Ça fait très, très, très longtemps. Puis, c'était une belle soirée dans le cadre, entre autres, de la Journée de la femme. Il y avait 3 femmes, incluant toi. Vous avez partagé votre histoire. J'ai pas été la seule qui a été vraiment touchée, émue, inspirée par, justement, ton histoire de résilience et surtout la façon que tu vois la vie. Donc, on n'avait pas eu la chance de jaser vraiment one-on-one parce qu'il y avait plein de gens. Mais après ça, c'est ça. Je me suis dit, il faut avoir une conversation en micro ouvert parce que je sais que ça va inspirer les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, ton histoire, elle commence où, Mylène? Je sais que, maintenant, tu es au Québec, ça n'a pas toujours été le cas, tu es expatriée, il y a eu des enjeux avec la maladie plus tard, mais toi, là, où est-ce qu'elle commence ton histoire? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? En fin de compte, je pense que mon histoire, elle commence vraiment je vais pas dire de ma naissance parce que j'ai pas de souvenir de ma naissance réelle, mais surtout que j'étais une enfant qui était très... en fin de compte, en regardant toutes mes photos d'enfants, je me suis rendu compte, plus tard malade, que mon regard était vraiment porté sur la vie. J'ai toujours été quelqu'un qui était porté par l'espoir, parce que des épreuves de vie, on en vit tous, mais moi, j'ai des parents qui ont été divorcés, j'ai grandi avec un père qui n'était pas vraiment là. C'est ma grand-mère qui a pris le rôle de mon père par rapport à mon père. Mais j'ai grandi quand même là-dedans. J'ai avancé là-dedans. Donc, je pense que moi, mon histoire, elle commence de là. Mais cette force-là, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de mon passé et de tout ce que j'ai pu construire. Mais c'est surtout, en fin de compte, avec mon mari, après, quand j'ai rencontré mon mari, c'est qu'on a toujours été en sorte de faire les choses qu'on avait envie et d'y croire. Et qu'on avait un vieux rêve de venir au Canada quand j'étais enceinte de mon premier fils. Et puis, ça s'est pas fait. Mais on s'est dit, c'est pas grave. On avait quand même ça dans l'idée. Puis, la vie nous a amenés par le travail de mon mari aux États-Unis. Et puis, quand on a été sur le sol américain, on s'est dit, on est à 1500 kilomètres de notre rêve. On s'est rapprochés, là. Oui, et c'est pour ça que, à l'époque, quand on était en France, l'Atlantique, c'était loin. Mais la vie nous a fait venir sur les États-Unis. Aux États-Unis, on est resté 4 ans et demi à Washington, D.C. Et puis là, on a vécu ce rêve un peu fou de tout changer. Mais l'expatriation était facile parce que c'était par le biais du travail de mon mari. Donc, tout était cloisonné, tu vois. Donc, il y avait un enjeu, mais il n'y avait pas un risque énorme. Je comprends. Et quand on a été là, on s'est dit, le Canada, il est là-haut, c'est impossible. Donc, ça a été notre premier voyage. On est venu à Montréal. On a visité un peu tout ça. Il y a une personne qui nous a vraiment aussi aidés parce qu'elle était coiffeuse aussi. Puis, elle a tissé. J'ai travaillé aussi après avec elle à Hudson. Mais ça a été un lien. Et quand on est arrivé là, on s'est dit, OK, on y va, on le fait. Et à 40 ans, il y en a qui font plein de choses. Nous, on a changé de vie, on a démarré tout à zéro. Avec 2 adolescents. Et c'est pour ça que j'arrête pas de crier que tout est possible. Il faut juste pas avoir peur de faire les choses, mais que tout est possible. Ouais. Et que quand après, je dis, c'est pas forcément que tout est facile,
mais tout est possible. Ouais. Après, il faut y avoir une conscience. La seule chose, c'est qu'on avait quand même structuré un petit peu notre immigration, dans le sens où on a quand même mis un peu d'argent de côté pour pouvoir, parce que la vie est pleine de surprises. Et puis l'immigration, c'était quand même aussi relativement, ça prend de l'argent pour immigrer à quatre. Puis voilà, en fin de compte, le début a été chaotique, l'entrée en matière a été vraiment assez spéciale. Et puis quand on a décidé d'arrêter parce que c'était trop lourd financièrement, ça marchait pas. Puis il y avait rien qui aboutissait. Et du moment où en 2015 on a dit c'est fini, on rentre en France, il y a tout qui s'est ouvert. Wow. Et c'est ça la vie qui est bizarre, c'est que tu t'accroches, puis tu te disais, je me rappelle qu'à cette époque-là, on se disait, bon, si dans 3 semaines, il n'y a rien de positif qui arrive, on arrête. Puis il y avait toujours un petit truc, tu sais, pas grand-chose, mais un petit truc qui faisait tata. Ma meilleure amie, Julie, qui me disait, non, tu peux pas partir, je veux pas que tu partes. Je dis, Jules, j'ai tout fait. Et puis, en fin de compte, inconsciemment, elle m'a impulsé, tu sais, des tout petits pas. Qui ont fait en sorte que, en 2015, tout s'est ouvert en fin de compte. Donc c'est assez bizarre la vie. Des fois, tu t'accroches à des choses, t'as ton rêve. Et puis je pense qu'à cette époque-là, tu sais, il y avait aussi peut-être, tu sais, quand vraiment tu veux faire quelque chose et puis que ça marche pas comme tu veux, c'est pas que t'es déçu, mais tu te dis j'ai pas fait tout ça pour ça. Je suis pas arrivée là juste pour ça puis lâcher maintenant. Et c'est que des fois. Quand vraiment tu mets tout à plat puis que tu recommences tout à zéro, tu peux pas retrouver à 100% tout ce que tu as eu. Il faut que tu fasses plein de petits deuils. Ouais. Et c'est ces petits deuils-là qu'il faut apprendre à faire. C'est comme si, quand tu décides de faire quelque chose, il faut que tu regardes devant, plus jamais derrière, mais il faut pas que tu regardes trop loin. Il faut que tu regardes où tu te trouves aujourd'hui. 15 jours, c'est trop long. Tu sais pas ce qui peut se passer. C'est ça. Et la tête, en fin de compte, elle est tellement elle peut être ta meilleure amie, mais souvent de fois, je te dirais plutôt qu'elle est ta pire ennemie. Parce que tu penses, et puis en général, l'humain ne pense pas positivement, c'est toujours compliqué, il y aura jamais rien de positif. Donc des fois, il faut juste se dire, ok, je regarde pas derrière, j'avance, puis un jour, ça va se placer, et puis les choses se placent. Ouais, c'est super inspirant. Tu sais, tu dis, tout est possible. Parfois, on a peur, faut pas avoir peur, faut avancer de l'avant. Est-ce que tu as été capable d'observer, toi, les peurs et qu'est-ce que tu as fait pour quand même être dans l'action puis avoir le courage de prendre cette décision-là? Comment on fait pour surmonter nos peurs, tu sais? En fin de compte, moi, je pense que mes peurs, je les surmonte déjà en parlant. C'est-à-dire que je pense qu'il faut savoir mettre des mots sur les émotions, mais des vrais mots. Il faut savoir être capable de se regarder en face en disant les vraies choses. Et souvent de fois, c'est ce qu'on fait pas, c'est qu'on arrondit toujours nos angles. Mais les peurs, j'en ai parlé avec mon mari, j'en ai parlé avec mes fils. Et puis, on a construit quelque chose tous les 4, tu vois. Ça n'a pas été juste une décision, moi, où on dit, non. Et parce que mon mari avait ses peurs, moi, j'avais les miennes. Mais moi, je suis quelqu'un qui me dit, OK, t'as peur, mais au final, t'as peur de quoi? T'as peur d'échouer, t'as peur de manquer d'argent, mais tu peux créer des choses. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai commencé à travailler à Hudson, mais je gagnais pas assez ma vie. Donc, je suis allée chercher un autre boulot à Pierrefonds en me disant, là, l'argent, faut que ça rentre, donc je vais aller. Ça, c'est du matériel, tu comprends? Ouais. Mais avoir peur, en fin de compte, c'est quoi? C'est paralysant, juste. Mais si du moment où tu te dis, OK, d'accord, je suis là, je reste dans mon trou puis je m'enterre, ou j'essaie de sortir de mon trou, puis là, j'ai la tête dehors et il faut que je me lève et puis je vais me lever. Et je pense que c'est s'impulser les choses je pense que c'est une grande force de soi. Après, à cette époque-là, j'ai pas été chercher la méditation ou cette réflexion intérieure où je me suis dit, mais t'es qui en fin de compte, toi, Mi? Depuis que t'es née, t'es qui? Et en fin de compte, je me suis dit que la force, je pense que je l'ai trouvée parce que autour de moi, j'ai vu des gens qui étaient, je vais pas dire fascinés, mais qui ont trouvé ça complètement dingue, mais qui trouvaient ça dingue, mais dans le bon sens. Alors que moi, j'étais en train de vivre quelque chose en disant, what? Ils sont en train de me trouver exceptionnelle, alors que là, moi, c'est ça, j'ai plus rien. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui a été un déclic pour moi. C'est de me dire qu'en fin de compte, de quelque chose de négatif, il y a des gens qui arrivaient à trouver quelque chose de beau.
Ouais. Donc, c'était peut-être ça qu'il fallait que moi, je regarde, que j'arrive à trouver ça, à regarder en disant, non, t'es en train de, là, t'es dans ton pire chemin, mais bientôt, il va faire plus clair et puis bientôt, ça sera moins compliqué. C'est ça. Et c'est ça, ouais. En fin de compte, je pense que la peur, ça te donne l'impulsion d'abandonner. Et je pense que c'est dans tout. En fin de compte, quand t'as peur, tu veux abandonner parce que tu veux retrouver ton confort, tu veux retourner là où t'es confortable. Mais je pense que dans chaque zone dès que tu sors de ta zone de confort, en fin de compte, tu te remets à nu, tu remets tout en question. Mais c'est là, en fin de compte, que tu vas découvrir en toi des forces que tu ne soupçonnais absolument pas. Exact. Et c'est là, en fin de compte, qu'il faut te dire, ok, c'est pas ce que je veux là, mais c'est pas grave. J'y vais un jour à la fois. Mais encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il faut pas faut pas regarder trop loin. C'est ça. Parce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce qui a été toi a été toi. C'est plus toi. Donc il faut que tu t'apprennes à construire avec des fois une nouvelle phase que toi-même tu connais pas de toi-même. Hein. Donc ça peut paraître un peu perché psychologie, mais je pense qu'en fin de compte on se connaît, mais on apprend à se découvrir dans des épreuves difficiles. Et puis on se connaît pas forcément vraiment. C'est ça. C'est souvent quand on a des obstacles, des défis, des choses qui vont pas bien dans notre vie, des deuils à vivre, que là, justement, on apprend les plus grandes leçons, on grandit le plus, on évolue, puis Totalement. on va chercher nos outils qu'on n'a pas le choix d'aller chercher pour continuer à aller de l'avant, tu sais. Mais des fois, ce qu'il y a, c'est que tu vas trouver des outils que tu n'aurais jamais pris, tu n'aurais jamais été voir, ou parce que dans ton confort, tu fais pas d'effort, on va dire. Exact. Quand tu es dans ta zone de confort, tu ne fais aucun effort sur toi-même. Tout est acquis, donc c'est facile. C'est quand tu sors de ça, en fin de compte, que tu... En fin de compte, moi, c'est ce que je disais. Je suis devenue... en fin de compte, je suis deux. Il y a moi, puis ma moi qui sort de moi de temps en temps, et puis qui me booste en me disant, ça suffit, quoi. Stop, vas-y, sors ce que tu as à dire, mais tu te lèves, t'avances, puis tu trouves ta solution. Mais c'est ça, en fin de compte, je pense, je vais pas dire que c'est le secret, mais on est capable de faire 1000 fois plus. Quand on est bien confortablement assis, on n'a pas forcément grand-chose à faire. Ouais. Juste à tendre les bras puis accueillir jusqu'à notre portée. Non, j'allais dire, on tombe un peu dans un pilote automatique aussi, que la vie passe, puis on se réveille 10-20 ans plus tard, puis on fait comme, mon Dieu, justement, je me connais pas, j'ai pas suivi mes rêves, j'ai pas pris de risque, je suis restée dans un confort. C'est ça. Fait que c'est dommage, tu sais, de passer à côté de belles choses. Ouais, puis de belles choses, puis de belles rencontres aussi. Parce que des fois, tu peux rencontrer ne serait-ce qu'une personne une fois, puis cette-ci, elle va t'impulser quelque chose et tu te fais « Oh my God !» Et c'est puissant. Moi, tu vois, là, ça n'a rien à voir avec l'immigration, mais la toute première personne que j'ai rencontrée dans ma vie, qui m'a donné ce vraiment dans ma tête, c'est venu comme un éclair. C'est quand ma sœur a eu son accident. Ma sœur, il y a quelques années de ça, a eu un très, très grave accident de voiture. Elle a failli aussi mourir. Elle était enceinte de mon neveu à cette époque-là. Donc, ça fait à peu près 26 ans, 25 ans de ça. Et je me rappelle que je suis à l'hôpital et puis je suis dévastée. Je suis vraiment dévastée parce que je sais pas si ma sœur va vivre. Et là, je suis dans un hall et puis il y a une chambre, puis il y a une jeune fille qui est toute seule et qui, elle, est malade, tu vois. Puis elle vit l'enfer parce qu'elle est malade. Moi, je suis triste parce que je suis dans une émotion de je suis perdue, en fin de compte, je suis en colère, j'ai plein d'émotions qui sont là parce que c'était la première fois que j'étais peut-être confrontée à perdre quelqu'un que j'aimais vraiment. Et c'est pas que j'ai abandonné, c'est que j'avais plein de doutes. Et cette gamine est venue à côté de moi, elle m'a dit « Elle est vivante, alors il faut que tu y crois. » Wow. Et cette journée-là, je te jure, Claudia, ça a été... Elle a déclenché en moi quelque chose qui a été... Elle a tellement raison. Là, je suis en train de me plaindre devant ma foutue machine, à être concentrée sur ma petite vie à moi, en me disant que j'allais peut-être perdre ma sœur. Et j'ai trouvé, en fin de compte, ce jour-là, j'ai compris ce que c'était qu'être égoïste. D'être juste centrée sur moi, sans avoir l'ouverture sur les autres, en disant que peut-être que ma mère aussi était triste, même si je le savais qu'elle était triste. Mais cette seconde-là où j'ai vraiment été concentrée sur ma douleur, je me suis dit non,
Tu peux pas rester enfermé. Oui, on a le droit d'être triste, hein. C'est difficile à expliquer, mais on a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir peur, on a le droit de pleurer quelqu'un qu'on perd, on a le droit. Mais ce jour-là, en fin de compte, je ne voyais que moi. C'était que mon petit problème de moi. Et je tournais en rond là-dedans et j'étais en train d'être aspirée par le fond. Parce qu'à force de tourner dans mon rond, j'avais créé un tunnel qui ne me permettait pas de sortir. Et j'étais asphyxiée, en fin de compte, asphyxiée en colère. Je m'énervais contre des gens qui je me rappelle ce pauvre serveur que j'ai envoyé me balader alors qu'il comprenait rien parce que j'avais ma douleur, alors que lui, il était pourquoi dans l'accident de ma sœur. C'est ça. Et ce jour-là, cette fille, cette adolescente, je pense qu'elle m'a donné ma première claque, en fin de compte, mais elle a été hyper constructive parce que ça m'a porté toute ma vie. Et tu vois, j'ai 52 ans. Et ce souvenir, je l'ai encore comme si c'était hier. Ouais, ben, j'ai des frissons là, quand tu racontais, tu sais. Puis c'est un peu pour ça aussi, une de mes intentions avec le podcast, c'est justement inviter des gens comme toi, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va dire quelque chose qui va tellement résonner avec quelqu'un qui écoute. Et c'est là qu'on plante des graines, puis qu'on fait un petit ripple effect, l'effet papillon de... Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je dis, c'est qu'en fin de compte, c'est que ça n'a rien à voir avec le fait de se sentir légitime d'avoir de la douleur. J'étais effrayée. Et la seule chose, c'est que quand on est effrayé et qu'on se referme sur son problème, on envoie de l'agressivité autour des autres. Et ces gens-là, ils y sont pour rien. Alors que maintenant, j'ai appris à être malheureuse. Mais de mon malheur, je continue à vivre. Parce que ça changera pas mon malheur. Mais par contre, toutes les personnes qui sont en face de toi, elles peuvent t'entendre exprimer ton malheur, mais elles ne sont pas obligées de le subir. Et c'est ça la différence d'acceptation, parce que et maintenant c'est comme moi, ce jour-là, il y a quelque chose je pense que c'était ma première phase d'évolution. Il y en a eu plein d'autres après. Oui, c'est ça. Une fois qu'on ouvre la porte, là, c'est ça. Exactement. Il faut te permettre, en fin de compte aussi. Mais il faut aussi savoir s'excuser. Parce qu'on peut des fois faire des choses malgré soi, mais quand on le fait et puis qu'on en a conscience, je pense que se retourner 5 minutes et puis dire je suis vraiment désolée de m'être comportée comme ça fait du bien aussi parce que les gens comprennent que t'as pris conscience puis ils vont dire c'est pas grave, on comprend. C'est ça. Mais c'est ça, c'est que je pense que dans toute épreuve de vie, quand tu vis des choses qui sont très graves, c'est sûr qu'il faut déjà l'entendre parce que ça fait pas plaisir. Mais après, il faut accepter. Et accepter, ça te permet d'avancer. Tant que t'acceptes pas, tu peux rien faire. Ouais. Tu restes paralysé dans une émotion qui va rester négative, mais qui va surtout être destructeur. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens vraiment à accepter le plus tôt possible les choses pour arrêter de se détruire. Ouais. Parce qu'on est capable de se détruire très, très fort en ayant des gens autour de nous qui nous aiment, qui veulent nous aider. Mais si nous, on n'a pas décidé d'accepter, on peut faire n'importe quoi. Il y a personne qui pourra nous aider. Donc, acceptez vite les situations. Ouais, c'est ça, parce que il y en a plein qu'on n'a pas le contrôle dessus. On peut pas retourner en arrière, on peut pas changer ce qui a été dit, ce qui a été fait. Donc, on fait juste traîner une espèce d'énergie lourde, puis un boulet, puis... Exactement. Puis ça, au final, c'est toi qui te fais mal, hein. C'est ça. Donc, ça serait peut-être la première phase d'accepter... d'accepter des situations, comme tu disais exactement, qu'on ne peut pas, où on n'a pas le contrôle. Ouais. Tu parlais de plein de petits deuils qu'on en vive. Souvent, quand on pense au deuil, on pense seulement à quand on perd quelqu'un qui décède. Mais je veux dire, tu peux faire le deuil d'une situation que tu pensais qu'elle allait arriver. Cette situation n'arrive pas. Ben, il y a un deuil à faire parce que tu avais un attachement sur ces moments-là. Tu sais. Oui. Il y a un deuil d'identité qui se fait quand tu changes de pays. Il y a tellement de deuil. Et la phase finale du deuil, ben, c'est l'acceptation, justement. Exactement. Comment toi, t'arrives à passer à travers les différentes phases, pas nécessairement plus rapidement, mais peut-être avec plus d'enracinement pour arriver à l'acceptation? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais, des pensées que tu dis, une façon de voir ces petits deuils-là qu'on vit ou ces grands deuils-là qu'on vit au quotidien? Alors, en fin de compte, tu vois, les deuils que moi, personnellement, pour faire un deuil, je pense que j'essaye vraiment de regarder le plus possible. Comment dire, c'est compliqué parce que ça va dépendre quel deuil. Je vais partir pour la maladie. Quand j'ai eu la maladie, si tu veux, c'est que le premier deuil que j'ai fait,
Et c'est ça, je pense que c'est le plus compliqué que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est de ne plus être. C'est-à-dire que j'étais Mylène en 2018, et quand j'ai eu ma première chimiothérapie en 2019, j'étais plus moi. Parce que là, on m'a enlevé tout, en fin de compte. Quand je dis tout, c'est tout. Je pouvais des fois dormir 21 heures par jour. Je pouvais plus avaler ma salive. Tous les gens qui me parlaient, là, j'avais l'impression d'être dans un espace-temps compliqué. Les gens me parlaient vite et moi, je disais, oh, tu vas trop vite là. Mon sens cognitif était complètement ailleurs. Tu me posais une question, on aurait dit une poule devant un caillou en disant mais c'est qui? Mais ce qu'il y a, c'est que je me suis pas battue dans le sens où je savais en fin de compte que j'étais plus moi. Alors les gens ne s'en rendent pas forcément compte, ils s'en rendent compte si, mais pas à la hauteur que tu peux vivre. Et en fin de compte, je me suis dit, quand j'ai commencé la maladie, j'ai une chose à faire, une seule, c'est me concentrer pour tuer cette foutue maladie qui est dans mon corps. Le reste, je ferai l'état des comptes quand tout sera fini. Au lieu de m'acharner à faire 1000 actions, je me suis dit, je vais en faire une action. Et après, si tu veux, c'est que il faut te regarder avec des yeux beaucoup plus gentils. Mais si tu veux, c'est que socialement, c'est différent. Moi, j'ai pris 16 kilos. C'est pas rien, 16 kilos. Et quand je me regarde, même encore maintenant, je ne suis absolument pas la personne que j'étais avant. Donc moi, je me découvre tous les jours. Mais je prends ça à la dérision. Je suis une grande comique. Dans le sens où je me regardais en disant, bon, voilà, ok, je dédramatise enfin, si tu veux, c'est que je dédramatise l'action en me disant que c'était pas forcément ça le plus important. Mais au final, ton regard que tu as sur toi, c'est comme si ce que tu as traversé à vivre ou survivre d'un cancer devenait rien comparé à ta prise de poids, parce que tu es gonflé, parce que c'est le regard des autres. C'est ça. Et le regard des autres, il faut s'en foutre. Comment on fait ça? C'est difficile, hein, de ouais, foutre. Mais tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Tu prends la plus belle des créatures, tu la mets nue devant un miroir. Elle ne sera absolument pas capable de se trouver belle. Le jour où tu trouves un être humain qui va te dire je suis parfait, non. Tout le monde a un complexe. C'est sûr. Tu sais, on en a tous, et tu peux être la plus grande des sportives. Moi, je vais te regarder en disant mais elle se voit comment? Et tu vois, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que si tu te mets à regarder tes photos, moi, je vais avoir 52 ans. Quand je regarde mes photos, quand j'ai eu mon premier fils, à cette époque-là, sincèrement, en toute honnêteté, je disais, j'ai un peu je suis un peu grasse ici. Maintenant, je me regarde, je fais, mais il était où mon foutu problème? Il était juste dans ma tête. Parce que des problèmes, j'en avais pas. Mais là, maintenant, 16 kilos plus tard, après toute cette maladie, cette transformation, mastectomie, je vais dire, je me dis, là, c'est non. Il faut que je me regarde avec des yeux beaucoup plus gentils. Alors oui, j'ai 16 kilos en plus, mais au final, est-ce que c'est très, 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 très grave? Non. Bon, ouais, comparativement à... C'est ça. Mais là, encore une fois, ça revient encore à accepter. Malheureusement, je suis désolée, mais le fait d'accepter, quand t'assumes ce que tu deviens, il y a tout qui passe. Et alors après, il faut que tu changes des choses. C'est sûr que tu vas éviter de mettre des imprimés trop moulants. Là, c'est épouvantable. Non, c'est épouvantable. Mais tu peux te retrouver, si tu veux, dans des moments où tu vas te dire, là, là, ça va. Mais encore une fois, il faut pas que tu regardes. J'ai eu une fois 20 ans. C'est ça. Je n'aurai jamais 2 fois 20 ans. Ils sont passés mes 20 ans, je les ai vécus. J'ai vécu mes 20 ans, j'ai vécu mes 30, j'ai vécu mes 40. Et là, il faut que je vive mes 50 avec ce que je suis maintenant et apprendre à aimer tous ces petits défauts qui sont là. Parce que quand je vais en avoir 60, quand je vais avoir 60, je vais faire, oh my God, c'est tellement pire que mes 50. Donc, encore une fois, c'est qu'il faut avancer et puis il faut laisser des choses partir. Et puis, faut pas regarder l'autre. Parce que sincèrement, la fille ou la personne qui, elle, de l'autre côté, elle a forcément un complexe, elle a forcément quelque chose qui va pas, et elle a pas forcément tes problèmes. Elle en a peut-être d'autres. Donc,
il faut faire le ratio, tu vois. Ouais. Mais encore une fois, tu vois, ce que je trouve de fou, c'est que moi, quand j'étais chauve, pas de cheveux, bah évidemment, chauve, pas de cheveux, Mylène, c'est la même chose, mais chauve, pas de sourcils, pas de cils, un sein en moins, gonflé comme un ballon, le nombre de personnes qui me disaient, ça, t'es super belle. Mais c'est ce que je leur disais, je fais, si vous me trouvez belle, je veux absolument que vous sachiez vous regarder vraiment avec les mêmes yeux. Parce que je suis belle dans ma force peut-être de caractère, parce que je continuais à rire, je continuais à chanter, je continuais à danser, je continuais à faire tout ce que j'aimais, parce qu'il était hors de question que cette foutue maladie m'enlève mon mental, parce que comme je lui dis, tu me prendras tout, mais ma façon de penser, jamais. Je resterai et je mourrai un plus, parce que jusqu'à mon dernier souffle, je veux voir les choses belles, parce que le reste, ça ne m'intéresse plus. Et comme je dis, c'est ça les filles, c'est qu'il faut avoir un regard peut-être beaucoup plus amical avec nous et arrêter de vouloir être parfaite. Parce que moi, j'adore mes imperfections. Elles font ce que je suis. C'est ça. Tu vois? Mais je pense aussi qu'avec le temps, avec l'âge, on construit autre chose. Tu sais, je pense que des fois, il faut aussi du temps. De la sagesse, certainement, mais il faut pas non plus être trop sage. Il faut continuer à être un brin rebelle. Ne pas accepter des choses, mais garder ton identité aussi, tu sais. C'est ça aussi, je pense que c'est un mélange de tout, en fin de compte. C'est que il faut pas tout quitter, faut toujours être dans un équilibre de tout. Parce qu'on est qu'équilibre, je pense. Ouais. Oui, absolument. Puis c'est d'arriver à vivre tout ça en harmonie le plus possible, tu sais, autant justement le deuil être triste que de trouver de la joie puis de rire, que de faire face à des défis, que de continuer à travailler sur soi, de pas trop se prendre au sérieux, tu sais, c'est cette harmonie-là qui fait en sorte qu'on est humain, en fait, tu sais. Mais en fin de compte, je pense qu'on devrait garder une particule de... je dis souvent, tu sais, c'est dommage qu'en grandissant, on perd un peu ce regard d'enfant qu'on avait. Tu sais, cette insouciance de vie où tu te poses pas de questions. Mais maintenant, sincèrement, quand tu te poses des questions, tu te les poses par rapport à qui? Par rapport à toi, par rapport à la société, par rapport... Moi, maintenant, tu vois, tout ce que je fais, sincèrement, je le fais pour moi parce que j'en ai envie. Parce qu'au fond de moi, ça me fait vibrer. Une bonne décision, quand tu la prends, ça te fait pas mal. Quand tu as envie de faire quelque chose, waouh, tu le fais. Mais quand tu commences à faire, ouais, peut-être, voilà, t'as déjà répondu. La seule chose, c'est que pour pas vexer ou faire de mal à l'autre, tu vas faire peut-être. Mais un peut-être, c'est comme un gros non quelque part. C'est que tu vas te donner du temps pour essayer de trouver une solution pour pas froisser l'autre. Mais pourquoi tu vas simplement dire, ça me tente vraiment pas. On peut faire plein d'autres choses ensemble, mais ça m'apporte rien. Mais il faut pas non plus devenir totalement fermé et égoïste. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que ne pas faire les choses ou ne pas tout accepter, c'est pas être égoïste, c'est justement mieux aimer les autres. Parce que moi, si demain tu me poses une question vraiment sincèrement, je vais te poser la question, tu veux ma vraie réponse ou tu veux entendre ce que tu veux? Parce que ça va pas être la même chose. Si je te trouve super belle dans une robe, je vais te dire avec Claudia, my God, c'est divine. Waouh. Mais si c'est l'inverse, je vais faire, ah non, ma louloute, là, je suis désolée, mais après, c'est encore une fois, ça, c'est mon point de vue. C'est ça. Mais si tu me demandes, toi, mon point de vue, j'aurais tendance à te dire que je vais être très honnête. Mais c'est si ça qui rend service à l'autre aussi. Mais oui, mais c'est ça l'amour aussi. Tu sais que ce soit l'amour ou l'amitié ou les choses, mais la seule chose, c'est qu'on on le fait pas pour nous. On n'est pas très honnête avec nous-mêmes. On a tendance à se mentir, à mettre la tête dans son sac parce que c'est plus facile, c'est plus confortable. Mais je pense que si tu es honnête avec toi-même, il y a des fois plein de choses où tu te dis j'ai dit oui là, puis j'ai tellement envie de dire non. Mais c'est que tu t'oublies en fin de compte. C'est que tu penses pas à toi. Tu te mets pas dans l'équation de ta vie. Moi maintenant, je me mets dans l'équation de ma vie. Surtout parce que j'ai pris conscience que elle était fragile, ma vie, et que j'en ai qu'une. On n'a qu'une seule vie. Et chaque seconde, il faut essayer de faire des choses qui nous plaisent parce que
quand le destin s'abat sur toi, quoi, t'as pas le choix là. Ouais, exactement. Alors tout le reste du temps, essaye de mettre des choses qui te font plaisir. Ça peut être n'importe quoi, la musique, moi ça a été la peinture, mais danser, chanter, je sais pas moi, planter des fleurs, faire du bénévolat, il y a mille choses. Ouais, parce que c'est ça. T'as parlé, bon, c'était en 2018, je pense, ton premier diagnostic. Ouais, Ouais, c'est ça, fin 2018, okay. 2019, ouais. Donc, tu passes à travers ça, on entend ta résilience, ta force, ta façon de voir les choses, tout ça. Et je pense que ça va un petit peu mieux. Et là, tu as eu un deuxième diagnostic. 2 ans et demi après. 2 ans et demi après. Donc, où est-ce que tu en es avec tout ça? Est-ce que ça a été de recommencer le combat? Est-ce que, parce que tu l'avais déjà vécu, c'était plus facile? Est-ce qu'au contraire, un deuxième, ça a été plus décourageant? Comment tu as vécu ça, la maladie qui revient comme ça, frapper à ta porte? C'est super intéressant ce que tu dis, toi, parce que le tout premier, sincèrement, je ne l'ai pas venu. Je n'ai pas vu venir. J'ai pas compris, en fin de compte. J'ai compris que j'avais quelque chose dans le sein, mais pour moi, c'était on l'opérait, puis c'était fini, quoi. Donc, si tu veux, c'est que j'ai compris que j'avais une masse dans le sein. Et pour te dire comme quoi le cerveau, des fois, il est quand même un peu bizarre, parce que quand je suis allée au GWIS, puis que j'ai vu oncologie, moi, j'étais assise dans une salle d'attente pour voir un chirurgien. Et oncologie, je fais ok, d'accord, oncologie, c'est là que je dois aller. Mais j'ai pas du tout vu. Mon mari avait compris, mais moi pas du tout. Donc le premier, si tu veux, je l'ai vécu comme on vit une première fois cette maladie, cancer du sein. Puis le cancer du sein, si tu veux, c'est qu'en général, on ne décède pas d'un cancer du sein. On va décéder de la complication de cette maladie par rapport, mais le sein, c'est pas un organe vital. Donc, quand c'est localisé dans le sein, si tu veux, c'est quand ça vient toucher tes poumons ou autre, que ça devient plus compliqué, que là, des fois, ça peut être... Mais là, c'était moi dans le sein. Donc, si tu veux, j'ai traversé ma première maladie vraiment en étant droite comme un i, forte, en me disant, ok, je serai pas la première, malheureusement, je serai pas la dernière. Et puis, franchement, faites vos examens, parce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge. Donc même les garçons, un garçon peut avoir un cancer du sein. Donc il faut vraiment se palper, se toucher les ganglions. Donc ça c'est super important. Demandez à vos médecins de vous expliquer. Donc le premier, si tu veux, je l'ai subi comme n'importe qui peut subir. Donc c'est sûr que c'est destructeur, ça t'arrête dans ta vie. Mais le deuxième, non, le deuxième, là, c'était pas pareil. Le deuxième, c'était pas pareil parce que il est revenu exactement au même endroit, sur un sein que j'avais déjà enlevé. Donc, j'avais déjà fait une première mastectomie. Donc, si tu veux, tu te dis, t'es malade, t'enlèves tout. Puis j'étais suivie, hein. Et puis là, mon corps, en fin de compte, il s'est réveillé 2 ans et demi après. Et tu te dis, ok. Donc là, tu comprends que t'as pas passé les 5 ans. Donc là, c'est plus compliqué. Et puis, évidemment, deuxième fois, stade 4, ganglion sentinelle affecté de l'autre côté. Et là encore, c'est pas assez atypique parce que il est revenu à droite, où il est venu la première fois. Mes ganglions sentinelles de droite sont pas touchés, mais mon ganglion sentinelle de gauche est touché. Et ça, c'est pas logique. Donc, c'est passé par le sang ou par la lymphe. Et si tu veux, c'est que tu comprends que là, tu joues plus la même game. Et je l'ai compris tout de suite. En fin de compte, tu te dis là, waouh, ça passe ou ça casse. Je survis ou c'est du temps. Et je l'ai compris, mais alors ça a pas pris 3 secondes. Mais là, par contre, la saveur, c'est même pas être amère, c'est te dire, je pense que t'as tous les mots les plus horribles de ta tête qui sortent en disant, c'est pas possible, quoi. L'acharnement, tu te dis, mais quand est-ce que ça va me foutre la paix, quoi. C'est ça. Et j'ai même sorti une petite phrase qui disant, j'ai été gentille jusqu'à la fin de mes jours, je pense que je vais devenir la pire peste de la terre. Tu sais, par la colère, en disant, c'est pas possible. Après, je me suis dit, ça servira à rien. La petite fille de l'accident de ma sœur est revenue dans ma tête en disant, Naomi, crache-la ta colère. Hurle-la, va dans la forêt, fais n'importe quoi. Hurle ta douleur. Mais les gens autour de toi, ils changeront pas ta situation. Mais là, je pense que j'ai été chercher une force
encore une fois que je ne pouvais, même moi, je me surprends. Encore une fois, j'ai accepté. Je suis dit, ok, d'accord, ça doit être ça ma vie. C'est ce que je vais faire. Je dois retraverser mon enfer. Je vais retraverser mon enfer, mais je vais rester debout. Et je suis restée debout, couchée à terre, mais debout, exact. Mais debout dans ma tête. Et j'ai pris cette explication pendant le 8 mars où j'expliquais que c'est comme si tu étais au bord d'une falaise et que tu étais debout sur tes pointes de pied et que tu dois rester droite parce que soit tu restes droite, soit tu tombes, mais tu peux t'accrocher à rien, sauf à ta propre force. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ma force, j'ai été la chercher dans la méditation. Je me suis centrée sur moi. J'ai laissé faire la médication. J'ai accepté encore une fois de devenir une espèce de chose bizarre qui gonfle, qui parce que je me reconnaissais pas. Mais quand je le regardais, je fais je m'en fous. Je dois encore passer par là, c'est pas grave. Ça c'est un détail. Mais je vais encore venir plus forte et je vais encore venir plus centrée, plus ancrée sur ce que je veux, sur ce que je suis. Et la méditation a pris encore plus la place. La respiration, sur ma chaise de chimio, j'avais pas peur. J'étais centrée. Et quand je dis centrée, c'était que je disais à ma tête, ok, t'as une chose à faire, donc maintenant tu vas respirer, puis tout va bien aller. Et la respiration m'a énormément aidée à accepter tout ça. Et alors toujours les gens vont me dire mais tu respires, je suis ouais, mais là j'ai respiré d'une façon en survie en fin de compte. C'est comme si à chaque fois que j'étais sur ma chaise, je menais le combat de ma vie. C'est comme un peu un combat de boxe, tu dois mettre KO au premier coup. Tu peux pas te louper. Mais il faut faut croire en toi aussi pour pouvoir le faire. Je savais au fond de moi, je savais que j'allais avoir la capacité mentale de pouvoir le traverser. Parce que je sentais ma détermination. J'étais comme une espèce de guerrière. Je pense que j'aurais pu affronter une armée juste en poussant le monde parce que j'avais juste envie d'avancer. Et que même si ça me faisait tomber, le fait d'être au sol, j'ai jamais pris ça comme un échec. C'est de savoir prendre le temps de récupérer pour se relever et le remonter. On a le droit de faire des pauses. On n'est pas, moi, ça est venu me donner une force, mais c'est ce que j'appelle la force tranquille. C'est que c'est pas parce que tu fais tout en force que tu vas aller plus vite. Des fois, il faut savoir se prendre le temps. Mais mon mental a été, je pense en fin de compte, je n'ai jamais arrêté de sourire et de vivre. Je me suis accrochée à des choses qui peuvent paraître futiles, mais un rayon de soleil, un papillon qui passe, parce que c'était la vie, tu comprends? C'est ça. Parce que j'étais en train de combattre ma mort, donc j'étais face à elle, donc c'est comme, puis pour la deuxième fois, puis là c'est comme si ça avait pris toute une phase, et j'ai compris que je ne guérirais jamais, parce que c'est moi qui le fabrique, mais c'est pas parce que je peux pas guérir que je peux pas survivre. Je suis contrôlée maintenant par la médication et il est hors de question que je passe mon temps à avoir peur. Parce que je vois pas pourquoi j'aurais été combattre ma mort avec force pour avoir peur de vivre une fois que c'est terminé. C'est puissant, ça, hein? Wow. Tu vois? C'est que ma vie, elle est importante, mais ça m'a mis dans l'urgence, mais une belle urgence de comprendre il faut qu'on profite de tout, faut qu'on profite des gens, faut dire aux gens qu'on les aime 1000 fois par jour si on en a envie. Faut sourire, faut aussi savoir dire aux imbéciles, allez, s'il te plaît. Va-t'en, quoi. Je suis pas là. On a le droit de dire stop, on a le droit de dire non. On n'est pas obligé de tout accepter. Faut prendre conscience, mais des fois, ça peut être juste être dit sans agressivité. T'es pas obligé d'être agressif. Faut juste le dire et faire les choses. Et moi, c'est ce que ça m'a donné. Mais je pense qu'il n'y a pas un matin ou un jour où je ne médite pas parce que j'ai besoin d'impulser à ma tête. J'ai besoin de faire le vide pour pouvoir être légère. Et c'est ça l'important, en fin de compte. Enfin, pour moi, c'est ce qui a été important. Ouais. Puis la peinture aussi, tu disais, ça a été un peu
Ah oui. un échappatoire, une façon d'exprimer ce que tu ressentais. Parle-nous Totalement. un peu de ça, puis de qu'est-ce qui s'en vient pour toi là dans les prochains mois. Et si tu veux, c'est que la peinture, ça a vraiment été quelque chose où j'ai couché toutes mes questions, toute ma colère, toute ma haine, toute ma rage, mais aussi tout mon amour, mais aussi toute ma peur. Et c'est fou parce que j'ai jamais peint de ma vie. J'avais jamais, je dessinais, mais j'avais vraiment jamais peint de ma vie. Et si tu veux, c'est que je pense que c'est peut-être la première fois quand j'ai fait ma toile où je me suis sentie totalement libre d'être qui j'étais vraiment. J'ai tout mis à terre. J'ai tout posé, j'ai tout mis à terre. Je me suis mis nue, totalement à l'intérieur de moi. Et à chaque fois que j'ai fait une toile, je sais ce que j'ai mis dedans. Et c'est venu chaque fois, c'est comme si l'émotion sortait. Et j'ai fait des deuils à chaque fois que j'ai fait une toile parce que j'ai été sincère avec moi-même à dire les choses vraiment telles qu'elles étaient. Des fois, les mots, ça peut effrayer. Et moi, ça a été ma façon de faire. Donc, j'ai fait beaucoup de toiles, puisque je pense que j'en ai 72, donc j'avais beaucoup de choses à dire. Wow. Mais en même temps, ça a été vraiment une délivrance. Une délivrance, mais c'était une délivrance qui a été, je pense, aussi bénéfique pour mon entourage, mon mari et mes enfants. Parce qu'en fin de compte, eux, ils me voyaient peindre, m'acharner, acheter de la peinture. Il y en a même une que j'ai déchirée avec un couteau, que j'ai recousu après. Ça peut être très spécial. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, j'étais bien. Et ce qui était fou, c'est que de ces choses que j'ai pu dire, acheter comme ça sur des toiles, à pouvoir avoir mon agressivité, ou des fois même des câlins, je pouvais commencer à balancer la peinture d'un seul coup. Tu sais, c'est comme si je revenais plus calme à me faire mon propre hug, tu vois. C'est comme si je m'entourais moi-même en me disant, allez, ça va, ça y est, c'est fini là. T'as sorti ta couleur maintenant, on va rester calme. Ça a été vraiment... Et puis j'ai peint en musique aussi. La musique est venue beaucoup... Il y a des chansons, des fois, tu les écoutes, il se passe rien, puis un matin, tu fais, oh my God, ça prend tout un sens. Ouais. Et ça vient me chercher. Donc, ça plus le fait que je me sois autorisée à être moi, ça a été... c'est même pas salutaire. Je pense que ça a fait partie aussi de ma guérison. Absolument. Parce que ça m'a rendue forte. C'est ça. Ça m'a rendue forte pour chaque étape. Donc, la seule chose, c'est que maintenant, tu vois, j'essaye de faire ça sans forcément peindre. Parce que ça doit nous rendre plus fortes. Oui. Et puis, la peinture, ce que je trouve de fabuleux aussi, c'est que quelque chose que j'ai pu exprimer, il y a des gens qui ont trouvé ça beau. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, il faut que tu exposes. Alors peut-être que la première fois, j'avais le syndrome de l'imposteur, tu sais, parce que je suis pas une artiste. Il y a des gens qui vont dire si, mais si tu veux, c'est que j'ai pas pris cours d'art, oui, j'ai un métier qui est artistique parce que je suis en coiffure et que je crée tous les jours. Mais si tu veux, c'est que j'ai pas pris conscience en fin de compte que ça pouvait peut-être intéresser des gens. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, on y va. C'est le temps de faire. Donc, au mois de juin, le 10 juin, je vais faire une exposition éphémère au salon où je travaille, à Vaudreuil. Ça va être pour les gens vont pouvoir voir ça s'ils en ont envie. Je ne fais pas en fin de compte, c'est que si les gens veulent acheter les toiles, elles seront à vendre pour des personnes qui veulent. Il y a une partie de cet argent-là qui va partir à la recherche pour le cancer. Et puis je ferai certainement tout l'accès va totalement être gratuit. Et si les gens veulent donner $1, $2, à la discrétion des gens, ça aussi, toute cette somme-là partira à la recherche contre le cancer. Donc, ça sera le 10 juin. 10 juin, à Vaudreuil. À Vaudreuil. Ceux qui sont intéressés, ils vont pouvoir... je mettrai les informations là, sur mes plateformes. Fait que, oui, c'est ça. De toute façon, je te dirai quand ça l'heure et tout ça, quand ça se passera. Mais ouais, ça, c'est que ça... C'est une finalité aussi. Et puis, c'est même un peu...
j'aurais tendance à dire c'est rigolo parce qu'autour de moi, ça a donné une espèce de waouh, c'est le fun, on le veut le faire, faut que tu le fasses. Excitation. Donc je me suis dit ok, d'accord les filles, j'y vais. Vous m'impulsez les choses, mais c'est ça. Je vais sortir de ma zone de confort, tu vois. Ben oui. Non, mais c'est ça. Ça va avec ton parcours, ton cheminement. Hein. Donc, merci, Mylène, d'avoir partagé tout ça avec nous. Ouais, ça me fait plaisir. Ça a passé tellement vite juste de t'entendre puis de te réentendre. Je pense que c'est le genre d'épisode qu'on va écouter 2, 3 puis 4 fois pour se souvenir de ces petites phrases-là, ces mots-là que tu utilises qui peuvent vraiment aider n'importe qui à vivre de façon plus équilibrée, plus alignée puis à vivre point. Tu sais. À vivre, c'est ça. C'est la seule chose qu'on devrait se poser comme question. C'est quoi ta résolution? Juste vivre. Le reste, ça, c'est que des détails. C'est ça, c'est des détails. Ouais. C'est vivre avec un grand V et puis, en fin de compte, vivre pleinement et prendre conscience que tout peut s'arrêter demain. Tout. Mm-hmm. Donc, t'imagines le temps que tu perds. C'est ça qui est dingue. Je pense que c'est cette conscience-là. Il faut se rendre compte de ce qui est vraiment important et s'en rendre compte très tôt. Mm-hmm. Et ça veut pas forcément dire laisser tout partir et faire n'importe quoi. Pas du tout. C'est ça la différence. C'est que la vie, elle est fragile mais elle est belle. Elle peut être cruelle, mais elle restera belle. Ça dépend. Ça dépend où tu regardes, quoi. Absolument. Écoute, Mylène, je finis toujours mes entrevues avec la même question pour tout le monde. Oui. Tu nous as glissé déjà un peu dans ton partage aujourd'hui, mais la question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Ça serait laquelle et pourquoi? Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Parce qu'en fin de compte, rêver, c'est beau, mais créer, c'est plus concret. Et encore une fois, c'est ça, fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité. Ben écoute, on te souhaite de continuer de créer ta vie de rêve. Puis on te souhaite de la santé, du bien-être, puis de continuer à avoir ce beau mindset-là positif et inspirant. Merci beaucoup, Claudia, c'était un plaisir.